En se concentrant sur 3 intrigues dont 2 étroitement liées entre elles, cet épisode 5 a su creuser pile là où il le fallait, jusqu'à découvrir une mine d'or d'intensité, direction la Terre du Milieu pour remettre tout ça en perspective par rapport au lore de Maître Tolkien. Je vous rappelle que si je m'efforce dans ces vidéos de respecter les prononciations elfiques définies par l'auteur, comme en disant Sauron, Isildur ou encore Celebrimbor, ce n'est absolument pas par snobisme et ça n'a rien à voir avec la langue anglaise mais bien Sindarin. J'ai déjà dit et bien sûr certains seront lassés par cette répétition, mais quelques commentaires me forcent à renouveler cette explication. J'avais un certain nombre de reproches à formuler sur les épisodes 3 et 4, mais avec ce 5e, je pense qu'on tient le meilleur de la saison pour l'instant et l'un des meilleurs de la série. Tout n'est pas parfait, forcément, certaines choses vont trop vite, mais je me suis régalé tout particulièrement avec cette performance hautement toxique de Charlie Vickers en Anatar avec un Charles Edwards qui n'est pas en reste en Celebrimbor, et quel plaisir de voir cette tragédie se déployer à plein régime en parvenant à générer autant d'empathie pour le maître artisan que de haine envers le fourbe Sauron. J'en reviens au début d'épisode avec cette excellente transition visuelle entre les aspérités de la montagne et les faces taillées de la gemme bleue ornant la bague du roi Durin III. Cette toute première séquence permet non seulement d'entrevoir le lien entre la montagne et l'anneau, qui permettra au roi de voir presque au travers de la montagne, comme s'il avait un accès au monde invisible sans y entrer totalement. Mais elle permet aussi d'exprimer l'énormité du pouvoir qui se condense en un anneau pour ensuite être saisi par ce roi filmé en contre-plongée pour souligner sa taille et sa puissance, mais une puissance illusoire ou du moins incertaine par rapport à celle de l'anneau, dont il dira plus tard combien il rend sa main lourde. Et justement, on peut déjà souligner ici le double sens d'avoir la main lourde entre une charge écrasante et la propension à s'emporter ou à recourir à la contrainte, voire à la violence directe. Le design de tous les anneaux des nains est extrêmement réussi car on y devine l'influence du grand sur le petit et notamment de l'architecture naine sur le travail de joaillerie. Cette vision surnaturelle de la montagne est illustrée dans la foulée tandis que le roi désigne l'endroit exact où creuser pour permettre à la lumière d'atteindre à nouveau les profondeurs et donc les cultures indispensables à la subsistance des nains. À ce sujet, on peut rappeler le nom funeste que porte déjà ou portera bientôt Khazad-dûm selon les versions, à savoir la Moria qu'on peut traduire par gouffre noir, désignant spécifiquement une absence absolue de lumière. La grandeur d'âme ainsi que l'ampleur de meneur d'hommes du prince Durin est parfaitement illustrée à cette occasion en montrant plutôt qu'en disant, alors qu'il enjoint Narvi à faire partir les travailleurs tout en prenant la décision, quant à lui de rester malgré sa crainte d'un éboulement imminent risquant d'emporter son père. La lumière est donc rétablie, pourtant on peut souligner 2 éléments en lien avec l'influence de l'ombre. Le premier, c'est que si ce pouvoir a été offert au roi par l'anneau, c'est certainement parce que l'influence de l'éruption du mont Destin sur Khazad-dûm n'est pas uniquement une conséquence mécanique, mais bien l'expression d'une puissante intention malveillante initiale. Et c'est cette intention qui explique la déconnexion entre la montagne et Disa, ainsi que les autres femmes partageant son art. La main de l'ennemi enserrait la montagne afin de pousser les nains à l'extrémité de devoir accepter ces anneaux. Et si ce point se devine, je me demande si la série n'aurait pas dû donner au moins un plan permettant d'établir un lien entre Sauron exerçant son pouvoir et l'impact sismique de l'éruption sur Khazad-dûm, même si le sous-entendu est peut-être suffisant. Je vous parlais de 2 éléments en lien avec l'ombre, et le second se retrouve immédiatement dans le discours que tient le roi face à ses sujets réunis pour célébrer ce triomphe. En effet, il annonce avoir pitié des peuples de la surface, esclaves du soleil, et présente leur réussite comme une manière d'avoir contraint le soleil à leur obéir. Or, il est important de souligner que le soleil n'a rien de neutre en Terre du Milieu, au contraire, il s'agit d'un don des Valar qui a permis de ramener une lumière différente de celle des étoiles, et surtout une lumière ayant un effet direct sur Morgoth et ses créatures, à commencer par les orques qui la craignent terriblement. Parler de la sorte du soleil, c'est donc indirectement manquer de respect aux Valar, une tendance qu'on retrouvera du côté de Númenor dans la faction des Hommes du Roi. Les seuls qui s'inquiètent sont Disa et son ami qui maîtrisent le chant au rocher et ont certainement développé une intuition quant au type de rapport qu'il vaut mieux entretenir avec les forces naturelles. On peut aussi y voir sans doute la déception de constater que le roi a réussi si rapidement là où elles avaient échoué malgré leurs longs apprentissages et expériences. Pour le dire différemment, elles perçoivent cette histoire de soleil
sous un jour différent. La transition avec l'inauguration des portes de Durin au sein de l'atelier de Celebrimbor est une belle ellipse qui permet de souligner le temps écoulé, la nouvelle du succès des Anneaux nains et bien évidemment cette référence à la fameuse porte et à son mot de passe qui demanderont un peu de réflexion à Gandalf quelques 4000 ans plus tard environ. Le petit point que je peux regretter au sujet de ces fameuses portes de Durin, c'est le fait que Narvi est finalement très peu exploité, peu développé. Il est un personnage extrêmement secondaire et je crains qu'on n'aille pas beaucoup plus loin avec lui ou son amitié, pourtant célébrée dans les textes, avec Celebrimbor. Durant le discours, on a le premier contact physique de familiarité envers Anatar, et il provient de Myrdania. Au fil de l'épisode, la réaction d'Anatar, ici presque infime, se fera de plus en plus nette, alors que ses gestes s'additionneront, notamment ceux venant de Celebrimbor. On peut observer la composition volontairement déséquilibrée du plan qui nous montre Anatar et Myrdania. Non seulement il la domine par la taille, mais le fait de laisser trop d'espace à gauche et très peu à droite, du côté de Myrdania, permet déjà d'exprimer une sorte de malaise, voire de pression exercée incidemment sur elle, qui se retrouve dans un cul-de-sac visuel contre une obscurité dont elle n'a pas encore conscience. De manière générale, la gestion de la lumière est particulièrement réussie dans cet épisode, ce qu'on retrouvera notamment dans le tête-à-tête entre Anatar et Myrdania, qui poussera l'inconfort encore plus loin. On distingue ensuite le schéma d'action que Sauron déclinera tout au long de l'épisode. Il utilise une part de vérité pour la contrefaire et la retourner contre Celebrimbor dans un jeu de dupes. En l'occurrence, Sauron est sincèrement gêné par ce témoignage d'amitié entre les elfes et les nains. C'est un mal nécessaire au déroulement de son plan, mais néanmoins un point d'agacement certain pour celui qui veut diviser pour régner. Ainsi, Anatar utilise cet état d'esprit sincère et le drape de son inquiétude pour les peuples menacés par le Mordor. Le duel qui se joue alors est rendu nettement plus intéressant par la perspicacité dont fait preuve Celebrimbor, qui pointe la manière de faire d'Anatar, et ce malgré l'influence que Sauron a déjà instaurée dans son esprit avec une puissance alors sans pareille en Terre du Milieu. En effet, si vous venez à juger Celebrimbor, gardez toujours à l'esprit ce que Gil-galad a dit en début de saison quant à la capacité de Sauron à s'infiltrer dans les pensées et la quasi-impossibilité de l'en chasser lorsque le mal est fait. On remarque bien sûr dans la phrase de Celebrimbor à Anatar la notion de graine plantée qui s'était manifestée dans la terrible vision prémonitoire de Galadriel en épisode 2. Le langage visuel de la scène accompagne parfaitement ce mouvement de balancier entre Anatar et Celebrimbor. D'abord, Anatar domine par sa stature au premier plan, mais quand Celebrimbor voit clair dans son jeu et que Sauron comprend qu'il doit jouer plus finement, il revient vers le maître artisan et leur position à l'écran se rééquilibre. Quand Anatar exprime le souhait d'évoquer immédiatement le destin des humains, c'est Celebrimbor qui est au premier plan, car il estime alors être en position de pouvoir, de choisir ce qui se fera ou ne se fera pas. Anatar fait entrer en jeu de nouveaux arguments alors qu'il profite de la curiosité naturelle de Celebrimbor pour lui parler de Númenor. Ce qui suit est fascinant quand on connaît le lore et la suite de l'histoire, lorsque Anatar affirme qu'il craint Númenor, car elle oscille entre la gloire et la ruine. Là encore, deux affirmations qui sont vraies sur le fond, même si elles sont inversées. Sauron craint Númenor pour sa puissance et s'y intéresse pour sa fragilité actuelle en termes de valeur et de respect des Valar. Il enchaîne en citant les noms de grands héros humains du Premier Âge pour motiver Celebrimbor, et il ne choisit pas n'importe qui, puisqu'ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre à Celebrimbor, en tant qu'elfes et en tant qu'artisans, et en plus, ils sont tous de la même lignée, celle d'Elrond. Je vais vous décrire tout ça, mais j'y pense, si vous regardez cette vidéo et qu'elle vous plaît, vous avez sans doute pris soin de vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce, parce que dans le cas contraire, je vais faire de Kemen votre supérieur hiérarchique direct au boulot. Alors bonne chance, comme on dit, et merci d'avance. J'en reviens aux héros humains. En effet, Anatar cite Eärendil, le père d'Elrond, et dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ces vidéos, celui qui est parvenu à atteindre le Valinor et à convaincre les Valar de venir au secours de la Terre du Milieu contre Morgoth. Et bien sûr, cet exploit a notamment été rendu possible par le Silmaril que son épouse Elwing lui avait rapporté suite à son saut d'une falaise que reflétait celui d'Elrond, leur fils, dans le premier épisode de la saison. Et si ce Silmaril était en leur possession, c'est tout d'abord parce que Beren et Lúthien sont allés le décrocher de la couronne même de Morgoth. En effet, Beren avait pour mission impossible d'apporter un Silmaril pour obtenir le droit d'épouser Lúthien, et l'impossible, ils l'ont accompli, sans moto, sans Tom Cruise, un comble. Pour rappel, les Silmarils sont l'œuvre de Fëanor,
le grand-père de Celebrimbor, qui projette une si grande ombre sur ses propres créations. Elwing en a hérité car elle n'est autre que la petite fille de Beren et Luthien. Je reviendrai sur Beren et son père Barahir et le niveau de saloperie de Sauron quand il ose les citer, mais un mot sur Tuor, qui est le père des Elendil et un héros humain hors norme qui a pu accéder à l'immortalité elfique malgré son humanité. En résumé, Sauron évoque des humains en lien avec les elfes, les Silmarils et même Númenor, puisque le frère d'Elrond, Elros, évoqué via une tapisserie en saison 1, fut le premier roi de Númenor, un demi-elfe qui avait choisi d'embrasser le destin des hommes. Comme promis, un mot sur Barahir que vous connaissez peut-être déjà au travers de l'anneau de Barahir, l'un des grands symboles de l'amitié entre les hommes et les elfes, en possession d'Aragorn durant la guerre de l'anneau. La mort de Barahir et de ses compagnons d'armes fut causée par Sauron et ensuite Beren, fils de Barahir, devint le captif de Sauron et n'en réchappa que par le sacrifice de Finrod, le frère de Galadriel, dans une histoire déjà résumée dans une précédente vidéo. Une longue digression, je le reconnais, mais nécessaire pour prendre la mesure de la profondeur de ces références et de l'horreur qu'on peut y associer en sachant qui évoque leur mémoire pour mener à un désastre annoncé. Un désastre en 9 anneaux, bien sûr, destiné à des porteurs nobles de cœur, allant de Númenor jusqu'à Rhûn, ce qui ne fait qu'exciter mon imagination quant au choix des futurs Nazgûl, choix auquel on assistera nécessairement en saison 3, un des événements que j'ai le plus hâte de voir porter à l'écran. La scène poursuit son balai entre domination de l'un ou de l'autre et retour à l'égalité, jusqu'à ce qu'Anatar brise la danse en s'éloignant de Celebrimbor et outrepassant la nécessité de son concours ou de sa bénédiction pour forger les neufs. Quand Anatar annonce qu'il forgera les neufs lui-même, une roue, symbole de machinerie, de machination, est parfaitement placée en arrière-plan. Le passage du sujet des neufs à l'île de Númenor, puis à Pharazôn et son fils Kemen, ne peut qu'alimenter les suspicions. Qui des deux deviendra un Nazgûl? Tout porte à croire qu'il s'agira de Kemen, mais sait-on jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise ou deux. Le fait que les deux soient seuls dans cette salle exprime déjà la notion d'un pouvoir sans partage qui tranche avec la foule et la cacophonie de la tentative d'intronisation de Myriel que Pharazôn a reprise à son compte et qu'on retrouvera ensuite dans la façon de l'appeler Ar-Pharazôn. Je ne m'attendais pas à ce que le sujet soit aussi rapidement tranché, mais après réflexion, je pense que la série en bénéficiera, et plutôt que de jouer sur un faux suspense sur ce sujet de la royauté, elle pourra consacrer du temps à la tension entre les factions et la résistance des fidèles qui se battent pour l'amitié avec les elfes et le respect des Valar. On ne peut que constater la cruauté de Pharazôn envers son fils, puisqu'il joue avec une sorte de prémonition négative que sa mère aurait eue au sujet du destin de son enfant. Voilà un bon moment pour souligner le parallèle volontairement créé par les scénaristes entre Kemen et Isildur. Dans ce qui suit, je vais considérer que tout le monde connaît au moins le prologue de la communauté de l'anneau. Ils sont tous les deux fils de mères disparues et d'un père qui aura une grande influence sur l'avenir. L'un a sauvé l'autre de la noyade en première saison, et si Kemen devenait le propriétaire de l'un des neufs, les deux seraient amenés à connaître leur perte à cause d'un anneau. Ainsi, Kemen et Isildur incarnent les deux phases de l'avenir de Númenor, un avenir qui se joue sur une pièce qu'on a lancée et qui tournoie encore entre les hommes du roi et les fidèles. Il est intéressant d'avoir Khazad-dûm et Númenor traités dans le même épisode puisqu'on retrouve des dynamiques d'opposition familiale dans les deux histoires, avec à chaque fois une expression au niveau de la famille, d'enjeux qui englobent néanmoins un royaume. La scène entre Myriel et Elendil joue parfaitement le timing d'un rapprochement sentimental raté, mais peut-être en devenir, tout en soulignant le rôle central du Palantir et de la façon d'interpréter une vision d'avenir avec tout le bien mais aussi le mal sur lequel la préscience peut aboutir. Elendil s'est vu fuyant Arménélos, la capitale, tandis qu'on devine derrière lui à l'horizon une légère colonne de fumée. Ici je vais entrer en terrain de spoiler. Si vous ignorez le déroulement de l'histoire telle que décrite dans les livres, passez au temps de la vidéo indiquée à l'écran. C'est bon, vous êtes prêts pour les spoilers? On peut supposer qu'Elendil est alors en train d'emporter le Palantir et potentiellement d'abandonner certains proches à un destin tragique, alors qu'il réunit les fidèles pour quitter l'île. En outre, la fumée pourrait correspondre soit à certains rituels sombres en gloire de Melkor, soit, et je pense plutôt pour cette option, à la destruction de Nimloth, l'arbre blanc, qui se terminerait par le feu après qu'on l'ait abattu. Myriel estime donc que la survie de Númenor passe par Elendil, mais j'ai du mal à comprendre le cheminement qui la pousse à la conclusion qu'il ne faut rien faire, si ce n'est endurer et rester calme. Je suppose qu'elle a peur qu'Elendil ne meure et emporte avec lui tout espoir pour leur pays. On verra que rester le calme au cœur de la tempête ne sera pas si facile pour Elendil, mais la cruauté de Kemen donne-t-elle pour autant raison à Myriel dans son conseil de résistance passive? À bien y réfléchir, je pense que oui. En effet, il était hors de question que les fidèles représentés par Elendil soient les premiers à faire couler le sang d'autres Núménoréens, car cela les aurait sans doute condamnés
aux yeux des Valar. Parmi les rares points qui me posent problème dans l'épisode, sachant que le souci a commencé auparavant, c'est la transformation d'Eärlien, la fille d'Elendil, en tyran en herbe, et ce aussi rapidement. On n'a tout simplement aucun travail permettant d'expliquer l'évolution de ce personnage, si ce n'est la nécessité scénaristique. En effet, la seule mort de son frère Isildur ne peut justifier qu'elle mette ainsi son père dans une situation aussi terrible, même si elle se justifie à elle-même en affirmant l'avoir sauvé d'un procès pour trahison. J'ai été un peu étonné par le faux bronzage donné à Eärlien, qui vient trancher avec son apparence de saison 1 notamment. Je ne sais pas s'il s'agit d'une façon de souligner une forme de nouveau visage ou un côté artificiel et ambitieux qui prend le pas sur le naturel. Il me semblerait étonnant que ce soit simplement un maquillage trop grossier étant donné l'attention aux détails qui caractérise la série. Dans cet échange, Elendil dit à sa fille que son chemin est fait d'eau de mer et que la descente est longue jusqu'aux profondeurs, jusqu'au fond. On comprend bien l'énorme clin d'œil quant à la menace d'engloutissement de l'île, mais je pense qu'on peut voir aussi un lien avec la métaphore utilisée pour Galadriel et la pierre qui coule vers l'ombre. Eärlien serait sans doute une candidate intéressante au rôle de Nazgûl. Bon, c'était pas comme si on en avait une myriade non plus de candidats, donc forcément. Le reste de la scène a une petite ambiance de « Oh capitaine, mon capitaine » du cercle des poètes disparus, ce qui est clairement un compliment de ma part, et on remarque que le fait de rendre son épée ouvre la possibilité pour Elendil l'introduction future de Narsil, la lame qui jouera un rôle si déterminant à l'avenir. On comprend au passage l'insécurité chronique de Kemen qui jalouse Valandil pour le geste qu'Eärlien lui témoigne, ce qui explique en partie, et à n'en pas douter, le coup fatal et en traître que lui placera au final le prince Ubrushing maléfique. Un mot sur Pharazôn quand même, qui dès l'introduction du segment Númenor souligne que son ambition dépasse le trône et exprime la jalousie qu'il ressent envers l'immortalité des elfes. Selon lui, la possibilité d'apercevoir la tour de Tol Eressëa depuis le sommet du Menel Tarma serait une moquerie mesquine, voire un affront pour souligner ce qui restera à jamais hors de portée des humains. Son interprétation des choses va bien sûr à l'inverse de la réalité, puisque une telle possibilité d'entreapercevoir cette tour est une marque d'amitié et de confiance de la part des elfes de l'île la plus avancée des terres immortelles. Ce dialogue est plein de sens et résume parfaitement le personnage qu'on suivra ensuite, alors qu'il s'apprête à utiliser le Palantir à son tour. Outre le fait qu'il a la chance d'avoir de superbes cartes sur son bureau, j'ai beaucoup aimé l'idée de réalisation consistant à nous montrer Gil-galad pour y superposer les mots de la lettre de Celebrimbor et enfin revenir à la forge qui vient faire mentir ses affirmations. Les visions cataclysmiques de Gil-galad nous teasent un Sauron de bataille comme on l'aime, mais aussi des catastrophes naturelles immenses, sans oublier les flammes qui semblent assaillir des orques notamment. On restera dans l'expectative lorsque Elrond arrivera enfin pour prévenir de l'avancée de l'armée d'Adar sur Eregion, puisque le haut-roi est convaincu que les elfes ne peuvent pas faire face aux deux à la fois, du moins pas sans aide. De toute évidence, le haut-roi Gil-galad s'appuie uniquement sur les visions données, confiées par Vilya, son anneau de l'air, car il ne peut avoir aucune estimation précise des forces ennemies en présence. Le retour dans les appartements de Disa et Durin, avec des décors toujours aussi magnifiques, sans parler des musiques, nous permet de suivre le revirement de Disa. Finalement, les époux sont au diapason pour se méfier des anneaux, et bientôt d'Anatar en personne. La séquence du marché permet d'introduire la cupidité croissante du roi Durin via l'énorme taxe qu'il a imposée. Or, on sait qu'il s'agit d'un des effets clairement attribués aux anneaux des nains. Je ne doute pas que certains trouveront à redire sur la façon dont Disa découvre la présence du Balrog. À ce sujet, on peut déjà se dire que le chemin vers la caverne n'était pas accessible avant l'impact sismique sur la montagne. On peut aussi imaginer que cette caverne était parfaitement connue de tous, mais que Disa n'avait jamais eu l'occasion d'y chanter tout simplement. Le fait que tout cela semble arriver par hasard relève très clairement du plan de Dieu, Ilúvatar, qui donne ici aux nains l'occasion de prendre conscience de la menace pesant sur eux. Cette mise en avant du Balrog n'est pas une surprise en soi, bien sûr, d'autant plus quand on a analysé les bandes annonces, comme moi, mais j'en viens de plus en plus à me demander si la chute de Khazad-dûm ne sera pas avancée du 3e au 2e âge. Impossible d'en être certain pour l'instant, mais pour être honnête, je pense qu'on n'est plus à une entorse près de la chronologie, surtout si cela permet d'assister à un spectacle aussi titanesque que le déchaînement du Balrog aux alentours de la saison finale, la 5e. Un questionnement à creuser, tout comme la montagne elle-même, mais certainement pas comme le déficit, puisque Durin exige un véritable tribut de la part des autres royaumes nains pour leur laisser accéder au fameux anneau. Le prince Durin ne peut qu'assister impuissant à la transformation de la personnalité de son père. On pourrait y voir peut-être une métaphore des effets terribles de certaines maladies qui emportent nos proches, en commençant par leur mémoire ou leur personnalité.
qui ne fait que souligner combien ces anneaux sont d'horribles créations. Une idée poursuivie par la scène suivante dans l'atelier des orfèvres d'Austin Ethil, capitale de l'Eregion, tandis qu'un essai sur un anneau a pour conséquence le passage de Myrddania dans le monde invisible. Je pense qu'il s'agit ici à la fois d'un incident volontairement déclenché par Anatar, mais aussi de l'expression de son besoin du savoir de Celebrimbor pour véritablement aboutir à ce qu'il vise avec les Neufs. Myrddania décrit la forme spirituelle terrible de Sauron parmi eux, mais bien évidemment, ce dernier va retourner la crainte ainsi inspirée en outil pour semer le doute envers Celebrimbor et ainsi saper son autorité pour mieux imposer la sienne. Entre-temps, le retour du prince Durin va éveiller un sérieux doute envers Anatar, et on a ici les prémices d'une montée en tension qui devrait être aussi terrible que fascinante à suivre dans les prochains épisodes. La scène entre Anatar et Myrddania joue à merveille du classique mais toujours efficace éclairage entre ombre et lumière. Outre le jeu sur la peur et le doute distillé que j'évoquais auparavant, on a droit à un petit point obsession galadrielle qui ressort chez Anatar aux dépens de Myrddania. J'ai pu constater certaines théories au sujet de Myrddania, notamment sur Reddit, où certains l'imaginent comme une version de Celebrian qui serait cachée en Eregion. Pour rappel, Celebrian, c'est la fille de Galadriel et Celeborn. Évidemment, la remarque sur la ressemblance avec Galadriel a nourri ces suppositions qui repartent de plus belle. Personnellement, je ne vois pas quel sens il pourrait y avoir à une telle révélation, et je pense que Myrddania n'est rien d'autre que Myrddania. Je peux me tromper, bien sûr, mais il faudrait une sacrée justification pour que ce lien n'ait jamais été évoqué, et pour justifier donc que la fille se cache littéralement de la mère. Cela me semble impossible en l'état. Par ailleurs, dans cette interaction avec Anatar, je pense que Myrddania est gênée, car le compliment est tout simplement gênant. On passe de la vision d'un démon de flamme et porteur de mort à une cérémonie dans la tradition des Valar. En effet, l'hommage rendu aux défunts se fait notamment ici sous le patronage de Nienna, l'une des Valar, celle qui est associée à la tristesse, à la souffrance d'autrui et particulièrement au deuil. Fait intéressant, Gandalf est réputé comme le suivant le plus accompli de Nienna, ce qui explique les efforts qu'il a consacrés sans relâche à réduire les souffrances des peuples libres et à combattre leur cause. La destruction de la statue de Nienna est bien évidemment un terrible blasphème, tout comme de tuer un homme en ce lieu sacré et de laver ensuite son sang dans l'eau baignant le temple. Le déroulement de la scène était peut-être trop prévisible, mais je dois dire que je ne m'attendais pas à une mort aussi rapide pour Valandil. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on assiste à une dégradation express de la situation à Númenor, trop rapide sans doute, mais la faute au petit nombre d'épisodes par saison et à la masse de personnages à traiter. Ceci dit, même si c'est rapide, j'en ai pas trouvé la scène moins touchante pour autant. On peut dire qu'Elendil touche le fond après avoir perdu son fils, son rôle de capitaine, la confiance de sa fille, le voilà qu'il perd le dernier ami intime d'Isildur, qu'il tenait en haute estime. Espérons que cette plongée dans les ténèbres précède sa remontée vers la lumière. J'ai vraiment envie que plus de temps soit consacré à Elendil, qui est un personnage majeur, interprété avec beaucoup de charisme et de gravitas. Le petit discours d'Anatar qui vient mettre Celebrimbor en garde contre la manipulation et qui le moque car il est incapable de voir la dague pointée sous sa gorge, c'est vraiment la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, enfin vous voyez l'idée. Quel enfoiré ce Sauron, c'est pas possible. Je pense qu'il ferait un excellent méchant. Cette façon d'utiliser la culpabilité de Celebrimbor pour le seul acte vaguement répréhensible qu'il a pu commettre avec sa lettre mensongère destinée au roi Gil-galad, c'est vraiment un travail d'orfèvre de la psychologie de manipulation. Pour conclure les trames principales de l'épisode, on a d'un côté une base solide qui s'affermit encore avec le serment de Durin à Disa de ne jamais porter l'anneau, et de l'autre, un début d'effondrement émotionnel de Celebrimbor qui reporte la faute qu'il se reproche sur ses élèves et collègues elfes. Anatar affermit son emprise sur Eregion, tandis que l'éloignement de la caméra nous exprime l'isolement croissant de Celebrimbor, tandis que la menace des orques est littéralement à la porte de sa capitale. Enfin, la tentation prend une autre forme lorsqu'Adar propose à Galadriel une alliance contre Sauron, qui nous promet une discussion corsée pour le prochain épisode, avec pour enjeu peut-être la moralité de Galadriel et son rapport à l'ombre. En effet, rappelez-vous, Galadriel disait à Elrond dans l'épisode précédent qu'il n'y a rien qu'elle ne puisse envisager pour atteindre l'objectif de vaincre Sauron. J'espère que la suite sera à la hauteur de cet épisode 5, notamment les scènes de bataille qui n'ont pas encore pu pleinement convaincre dans la série jusqu'à présent. Alors certes, j'avais apprécié l'épisode 6 de la première saison qui bougeait un peu, mais pas particulièrement pour la forme de la charge des soldats de Númenor, plutôt pour la tension d'ensemble, les combats menés par Arondir et les villageois, sans parler de l'éruption du Mont d'Astin qui était quand même un sacré moment. Dans les prochains épisodes, on parle de vraies grosses batailles et on sait que la série est attendue au tournant, même si on sait combien c'est difficile à mettre en scène. Nous verrons bien ce qu'il en est. Et si vous avez des idées de points portant sur le lore de Tolkien que vous aimeriez que je développe en vidéo, exprimez-vous en commentaire, ça pourrait m'orienter pour de prochains sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!